Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer par un récapitulatif rapide de la semaine que nous venons de vivre avant de se projeter sur ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Cette semaine a été clairement marquée par le discours de Jérôme Powell, la décision de la Réserve fédérale américaine en milieu de semaine. Un discours de Jérôme Powell beaucoup plus offensif que les précédents. Ceux de novembre, décembre aussi montraient déjà une inflexion dans la trajectoire de la politique monétaire de la Fed qui allait donc intervenir, notamment le ralentissement des achats d'actifs qui ont commencé en fin d'année dernière. Cette réunion a mis l'accent sur les progrès réalisés par l'économie américaine, aussi bien sur le front de l'emploi que sur la progression forte des salaires. C'est ce qu'a soulevé Jérôme Powell, indiquant donc qu'il était temps d'ajuster sensiblement la politique monétaire, et donc cela passerait par des hausses de taux, par un ajustement sensible là également du bilan, et donc un discours très orienté sur une nécessité de normaliser la politique monétaire et surtout de respecter le mandat de stabilité des prix qui est celui de la Banque centrale américaine. La Fed, on le rappelle, a deux mandats, un mandat sur l'emploi et un mandat sur l'inflation, là avec une inflation à 7% aux États-Unis et surtout qui reste depuis plusieurs mois largement au-dessus de l'objectif de 2%, eh bien Jérôme Powell a rappelé que l'objectif était de faire redescendre l'inflation vers les 2%. Et donc ça passera en partie par des mesures de normalisation monétaire, donc un fin des achats d'actifs confirmé pour le début du mois de mars. On rappelle qu'il y a quelques mois encore, c'était 120 milliards qui étaient achetés tous les mois par la Fed. Eh bien, début du mois de mars, il n'y aura plus aucun achat d'actifs de la part de la Réserve fédérale américaine. Une hausse de taux très probablement interviendra également lors de la réunion de la Fed mi-mars, et Jérôme Powell a laissé planer un doute sur la taille des hausses de taux, et donc ça sous-entend que habituellement les hausses de taux se font par 25 points de base, donc 0,25, 0,25, 0,25, et bien là le fait d'avoir dit qu'il y avait pas de décision prise sur la taille des hausses de taux, ça laisse la porte ouverte à une première hausse de taux qui pourrait se faire à hauteur de 50 points de base, ce qui serait donc l'équivalent de 2 hausses de taux en une seule fois. Et donc là, effectivement, le marché n'a pas aimé du tout parce que forcément, là, ça signe le changement de ton très clair de la part de la Réserve fédérale américaine. Et puis, on sentait qu'il y avait évidemment une pression forte de l'exécutif américain, Biden notamment, en vue des élections mid-term qui seront là dans quelques temps, et donc voilà la priorité de la Fed pour l'instant, maintenant que l'économie est revenue et fonctionne sur un rythme parfaitement normal, même presque supérieur à la normale, eh bien la priorité c'est d'ajuster la politique monétaire, et donc forcément ça veut dire que pour les marchés financiers c'est un soutien de moins, il y a moins de liquidité, l'argent coûtera un petit peu plus cher, ce qu'on appelle les conditions financières vont un petit peu se dégrader parce qu'elles étaient hyper accommodantes, on rappelle qu'elles ont touché des niveaux jamais atteints, ces conditions financières, en termes de souplesse, en termes de niveau en fait. Donc là il faut les normaliser un petit peu ces conditions monétaires, il faut que l'argent retrouve un coût, et c'est ça que en gros Jérôme Powell a fait comprendre dans son intervention qui a duré 1 heure mercredi soir, et clairement les taux se sont tendus, donc les taux courts notamment, le taux 2 ans est remonté au-delà de 1,20%, c'est des niveaux qu'on n'avait pas touchés depuis quasiment le début de la crise Covid. Le 10 ans américain lui est venu quasiment chercher les 1,90. Donc voilà, redressement des taux, et puis aussi un contexte actuel qui justifie que la Fed ne puisse pas être ou ne puisse plus être accommodante. Le baril de brut américain, le WTI, a touché cette semaine son plus haut niveau depuis 2014. On voit là en fin de semaine un redressement fort des cours du gaz naturel, et puis on vient d'avoir là en fin de semaine les chiffres d'inflation, ce qu'on appelle l'inflation PCE, qui est une des mesures de l'inflation surveillée par la Fed aux États-Unis. Et bien on voit que l'inflation PCE, que ce soit la partie core ou la partie large, eh bien progresse encore en décembre. Donc il y a très peu de marge de manœuvre pour la Fed dans les semaines qui viennent pour assouplir ses déclarations. Et un des éléments aussi qui montre que la Fed a peu de levier pour être plus souple après le message délivré par Powell, et qu'au contraire, les banquiers centraux, les membres du FOMC, donc allaient continuer à devoir produire ces messages de normalisation, eh bien c'est que les anticipations d'inflation moyen terme aux États-Unis, donc sur un horizon plutôt 5 ans dans 5 ans, donc des choses plutôt longues à moyen terme, eh bien ces anticipations d'inflation n'ont pas franchement reculé après la réunion de la Fed. Elles sont toujours autour de 2,4, 2,5, 2,4, 2,5%, alors qu'elles devraient
plutôt s'orienter vers le 2%, qui est l'objectif de normalité moyen terme des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. Donc le fait que les anticipations d'inflation n'aient pas beaucoup reculé post-réunion de la Fed, eh bien ça sous-entend que les membres du FOMC, les membres de la Fed, auront encore de la marge de manœuvre pour continuer à véhiculer un message de normalisation et donc probablement de quoi entretenir quelque temps la volatilité sur les marchés actions. Cette volatilité, elle a atteint récemment quasiment les 40, donc c'est pas la panique non plus. La panique, c'est la crise Covid, c'est des niveaux de volatilité. On parle du VIX, donc qui est l'indice de mesure de volatilité du S&P 500, du gros indice américain S&P 500. Le VIX est monté aux alentours de 39 il y a quelques jours, et puis là il navigue dans la zone des 30. Donc une situation normale, vous avez un VIX entre 10 et 15, une situation très 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 tendue, extrême même, c'est un VIX qui est au-delà de 80 pendant la crise Covid par exemple, ou la crise des subprimes, et là le VIX actuel entre 30 et 40, ça montre effectivement un marché qui corrige, qui ajuste les niveaux. C'est donc une nervosité dans le marché, de la couverture dans ce marché aussi, c'est-à-dire que le VIX qui monte, c'est que des gérants, des acteurs de marché achètent aussi de la couverture pour couvrir leur position, estimant donc que le risque de correction était fort. Et puis il y a le risque qui s'exprime dans le marché. Le Nasdaq a corrigé de quasiment 20% par rapport à son sommet d'il y a quelques semaines. Pour le S&P 500, c'est 12% de correction. Pour les marchés européens également, on a des corrections assez marquées. Donc c'est quand même la partie des valeurs de croissance, tout ce qui est valeurs technologiques notamment, qui est la plus impactée, parce que forcément c'est la plus dépendante des conditions de financement, de liquidité et de taux. Mais on voit que tous les segments de la cote ont quand même baissé, même les valeurs plus traditionnelles, les valeurs plus cycliques, qui ont également lâché un peu de lest dans ce changement d'environnement monétaire. On a également une semaine toujours marquée par le risque géopolitique. Ça fait partie des risques qui pèsent aussi sur le marché à court terme. Il y a l'aspect banque centrale, l'aspect géopolitique avec la situation autour de l'Ukraine, avec la Russie notamment. Donc peut-être un peu d'espoir. On a un responsable américain qui a indiqué que ce serait pas forcément du meilleur goût pour la Russie d'envahir l'Ukraine au moment où la Chine allait commencer ses Jeux Olympiques d'hiver. On sait que les deux pays sont assez proches d'un point de vue stratégique, et donc voilà, ça pourrait être une erreur de diplomatique pour la Russie d'envahir l'Ukraine à ce moment-là. Donc c'est peut-être un argument qui pourrait faire qu'effectivement la Russie réfléchisse, évidemment en espérant que ça ne se fasse pas, mais que ça pourrait donc du coup freiner peut-être les velléités de la Russie au moment où la Chine commence ses Jeux Olympiques, parce qu'on sait, et on a vu que la Chine a mis en place des mesures drastiques en amont des Jeux Olympiques pour que ça se passe le mieux possible, et ces mesures drastiques ont elles-mêmes contribué à l'instabilité, on va dire, des marchés ces dernières semaines, parce que quand vous mettez en place des mesures fortes sanitaires pour, en gros, que les jeux s'ouvrent avec un contexte sanitaire le plus normal possible, eh bien vous appliquez des mesures de restriction, des mesures de confinement, ça pénalise les chaînes de production, ça pénalise les chaînes logistiques également, ça crée des embouteillages dans les ports chinois notamment, et puis donc ça déstabilise la chaîne logistique mondiale, ça contribue à des prix toujours élevés, parce qu'il y a toujours des pénuries, parce qu'il y a toujours des composants qui mettent du temps à arriver, et ça effectivement ça fait partie aussi de l'équation à laquelle la Fed doit résoudre en fait. Elle ne peut pas non plus, la Fed, dire il faut que je monte les taux n'importe comment en risquant l'accident monétaire, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une grosse partie de cette inflation qui arrive de tous ces éléments liés au contexte mondial sanitaire, notamment qui dépendent aussi en bonne partie de la Chine. Donc la Fed peut relever 20 fois les taux si elle a envie, c'est pas ça qui fait que les bateaux arriveront à l'heure, qu'il y aura moins de pénurie et que les prix retomberont. Donc la Fed, elle va agir surtout sur les questions d'inflation, mais qui est tirée notamment par les salaires. Jérôme Powell a bien indiqué qu'il y avait de très fortes hausses de salaires actuellement aux États-Unis, et effectivement quand la boucle la boucle salaire prix commence à s'emballer, effectivement c'est là que la Banque centrale doit quand même réagir, indépendamment de ce qui se passe, ou indépendamment plutôt du contexte mondial, où là on sait qu'il y a quand même une partie de l'inflation qui n'est pas sur laquelle en tout cas la Fed aura peu d'emprise, même en bougeant ses taux. Donc ça va être ça aussi le calcul de la Fed, et le juste milieu que la Fed doit trouver, c'est ne pas risquer l'accident monétaire non plus, parce que Jérôme Powell l'a dit, on a un peu de marge pour relever les taux sans impacter le marché de l'emploi. Le but, c'est pas non plus de relever les taux et de faire en sorte que tous les efforts qui ont été faits depuis 2 ans s'écroulent, parce que la Fed remonterait trop brutalement les taux, et donc dégraderait trop rapidement les conditions financières. Du côté des nouvelles un peu plus positives cette semaine, on a eu quelques bons indicateurs en zone euro. En début de semaine, c'était les indicateurs PMI, notamment pour l'Allemagne, les indices d'activité PMI, aussi bien dans la partie service que manufacturière. La partie service est revenue en expansion en Allemagne au mois de décembre, donc ce qui est plutôt une bonne surprise dans le contexte de restrictions sanitaires. La partie manufacturière se comporte toujours très bien. Pour l'ensemble de la zone euro, donc les PMI restent au-dessus de 50 et donc restent bien orientés. On a eu un bon chiffre également de l'IFO, le climat des affaires en Allemagne, un indice IFO qui était bien
bien orienté. On a également eu côté US de bons chiffres. Le PIB américain a progressé plus fortement que prévu au quatrième trimestre. Toutefois, on note quand même quelques statistiques un peu en dessous des attentes ces dernières semaines aux États-Unis. Et ça aussi, ça pose un peu de problème au marché, parce que quand vous avez des chiffres qui sont un petit peu en dessous du consensus, même s'ils ne sont pas mauvais dans l'absolu, mais que ces chiffres qui déçoivent un petit peu, on a vu des chiffres immobiliers un peu en dessous des attentes, des indicateurs ISM un peu en dessous des attentes, des inscriptions au chômage un peu plus élevées que ce qu'on observait les semaines précédentes, et bien au moment où la Fed normalise, c'est un petit peu l'effet ciseau pour le marché. C'est-à-dire que même si ce n'est pas catastrophique comme chiffre macroéconomique, loin de là, et bien comme il y a un soutien monétaire en moins, et qu'en plus vous avez des statistiques qui à un moment donné sont un petit peu en dessous du consensus, et bien ce sont les deux éléments le vent contraire en fait, qui arrive pour les marchés et qui continuera de souffler, je pense, encore quelques temps. Le temps que finalement on ait des éléments qui se détendent. Ceux qui inquiètent les marchés, on vient de le citer, c'est la Fed avec un ton très agressif, c'est la Chine, situation sanitaire de la Chine, et l'immobilier aussi. N'oublions pas l'immobilier en Chine qui est toujours pour l'instant assez sensible. Il y a quand même eu de bonnes nouvelles, on va en parler quelques instants, mais c'est en tout cas toujours des risques pour l'instant liés à la Chine, le risque géopolitique évidemment. Voilà les trois gros éléments qui inquiètent les marchés. Donc si un de ces items commence à se détendre, très probablement nous verrons les marchés actions commencer à rebondir aussi. Donc c'est plusieurs facteurs qui freinent les marchés. Je pense pas qu'on aille au devant d'un crack non plus. Il n'y a pas les conditions pour ça. Les résultats cette semaine ont été bons. Il y a plusieurs bons résultats, certains un peu décevants, mais en moyenne on a quand même de bons résultats aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Mais on voit bien à la réaction des marchés, même après des résultats satisfaisants pour certaines entreprises, eh bien le marché reste toujours très défensif, parce que c'est un bras de fer finalement entre la macro, la micro, et de l'autre côté, le sentiment généré par la Fed. Voilà. Donc là, en ce moment, le sentiment généré par la Fed, par ces questions monétaires, supplante les questions d'ordre micro ou macro en Europe et aux États-Unis. La semaine prochaine, je vous disais avant de passer au programme pour la semaine prochaine, il y a quand même eu deux petits éléments sur la Chine concernant Evergrande qu'il faut noter. Donc Evergrande, c'est ce promoteur immobilier géant qui pèse très lourd dans l'économie chinoise et donc qui a une taille systémique pour l'économie. Il y a eu deux informations. La première, Evergrande a indiqué qu'un plan de restructuration serait communiqué dans les 6 mois qui viennent. Donc ça, c'est plutôt une information un peu plus positive qui peut éviter un affaissement, un effondrement subit du groupe. Et puis un autre élément, c'est une source cette fois-ci qui laisse entendre que le gouvernement chinois en fait pourrait procéder à un démantèlement du groupe Evergrande, donc en vendant les actifs les valables encore, les mieux valorisés, et en récupérant via des structures proches de l'État chinois, donc en récupérant les actifs les plus risqués, toute la partie dette ou autre, avec les créanciers aussi, mais ça voudrait dire donc une sorte de vente à la découpe d'Evergrande, mais où la Chine ou l'État chinois prendrait sa responsabilité pour éviter qu'il y ait une contagion du risque crédit et éviter finalement qu'on ait un scénario à la Lehman Brothers aux États-Unis il y a quelques temps. Donc ça, c'est plutôt des éléments, on va dire, neutre à positif pour la Chine. Voilà. Donc si ça allait dans ce sens-là, effectivement on éviterait la catastrophe économique, l'affaissement du secteur immobilier avec des faillites en cascade. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.